Les Assises de la montagne sont labellisées Conférence sur l'avenir de l'Europe. Est-ce que l'Union européenne est suffisamment présente dans l'accompagnement de la filière bois en Corse? Alors, l'Union européenne est présente, évidemment, de manière directe et indirecte au travers des outils tels que le PDRC, qui est piloté par l'Office de développement agricole et rural de la Corse, le plan de développement rural de la Corse, qui utilise notamment du FEADER, notamment sur les projets d'aide à l'investissement des acteurs de la filière, mais aussi à travers le comité de massif, qui gère aussi l'enveloppe FEADER sur la question de l'aménagement de la ressource et de l'aménagement des massifs forestiers. Donc ça, c'est une présence financière qui existe et qui a été orientée par les outils territoriaux sur la filière, l'aide à l'investissement et l'aide à l'aménagement. Néanmoins, évidemment, eu égard aux nouvelles attentes liées à la relocalisation des systèmes de production, y compris en Corse, sur la question du bois, et eu égard à la question du changement climatique, nous attendons des perspectives de renforcement de ce soutien. Alors justement, oui, que pouvez-vous attendre de l'Union européenne? Quel est l'avenir de l'Europe pour la filière bois en Corse? Je crois que l'avenir de l'Europe pour la filière bois en Corse, c'est l'avenir de l'Europe orienté relocalisation des systèmes de production en général sur des thématiques de production qui sont respectueux de l'environnement, qui valorisent les circuits courts et qui permettent évidemment d'atteindre des objectifs de diminution des gaz à effet de serre, de transition énergétique et en même temps d'employabilité durable. Donc évidemment en Corse, la filière bois remplit ces critères d'objectifs. D'une part parce qu'il y a une ressource abondante, de qualité, que ce soit pour le bois énergie ou le bois d'œuvre. Et donc à partir de là, nous serions preneurs de contractualisation et d'ingénierie financière et de soutien public financier renforcés, avec y compris des évaluations de résultats beaucoup plus resserrés, mais qui permettraient à horizon 5 à 10 ans d'avoir une transformation, je dirais une révolution du bois en Corse et qui irait dans la satisfaction de ces objectifs. Quel type de projet l'Union européenne pourrait soutenir? La formation a été évoquée? Alors évidemment dans la formation et dans l'innovation, évidemment dans le soutien des outils productifs style Syrie, évidemment dans le renforcement du soutien à l'aménagement des massifs forestiers et la gestion durable de la ressource. Évidemment, y compris dans l'éducation, au-delà de la formation, je pense à la sensibilisation, l'éducation, parce que faire de la filière bois une valorisation qui touche toute la société insulaire, parce qu'il y a des perspectives d'emploi, de valorisation métier, mais en même temps de relation à la protection de l'environnement très forte, nécessiterait que l'on ait encore plus faute dans les écoles aujourd'hui. Donc ça va au-delà de la question de la formation, pour préparer justement la question de la formation. Donc sur tous ces aspects, l'Union européenne a matière à agir aux côtés de la collectivité de Corse notamment et de l'État bien sûr. Est-ce que la voix de la Corse est suffisamment entendue auprès des institutions européennes? Est-ce que les institutions européennes, comme la Commission européenne qui va réglementer, qui a proposé des réglementations, proposent suffisamment de réglementation qui permettent de soutenir cette filière, de soutenir ce développement et d'accompagner les porteurs de projets, les exploitants et comme les compétences métiers? Alors sur ce volet, nous sommes un petit peu encore au milieu du gué, parce que d'un côté, il y a évidemment la sortie de la pandémie qui vise, encore une fois, je le répète, à la relocalisation des systèmes de production et donc à la territorialisation de l'action. Mais de l'autre, effectivement, il faut qu'on aille plus loin sur la connaissance, par exemple, du fait insulaire par l'Union européenne et la Commission, puisque une économie de production et un marché insulaire ne peut pas se gérer comme un marché continental et nécessite des adaptations, et notamment liées au handicap structurel. Donc ça veut dire aller plus loin que l'article 174 du traité qui reconnaît le principe d'atténuer les handicaps des régions insulaires transfrontalières montagneuses, ce qu'est la Corse sur les 3 niveaux d'ailleurs, mais les traduire de manière beaucoup plus forte sur la réglementation de la Commission, notamment sur le système évidemment des aides aux entreprises, sur le système y compris des aides du niveau de FEDER et de FEADER attribuées. Encore une fois, cela peut être corrélé à des objectifs économiques, socio-environnementaux plus rigoureux, mais néanmoins il faut qu'il y ait une adaptation de la règle, notamment pour atténuer ces handicaps, ce qui n'est pas forcément tout le temps le cas lorsqu'on connaît le prisme de la Commission européenne sur les règles de concurrence. Or, la concurrence dans le système insulaire n'est pas malheureusement pure et parfaite. Il y a des contraintes qu'il faut atténuer et qui nécessitent une adaptation de la règle. Merci Monsieur le Président. Merci à vous. Les Assises de la montagne sont labellisées Conférence sur l'avenir de l'Europe. Alors pour vous, est-ce que l'Union européenne est suffisamment présente dans l'accompagnement de la structure de la filière bois en Corse? Écoutez, c'est une question dont je ne pourrais pas vraiment trop répondre. En tout cas, je sais qu'il y a un gros dossier européen sur la filière bois.
dans le sens où la Corse est l'île la plus boisée de Méditerranée, donc 60% du territoire est boisé, donc ça veut dire que ça fait un demi-million d'hectares de forêt. Donc je pense que à ce titre-là, et ce que nous faisons aujourd'hui, nous demandons surtout le soutien de l'Europe pour un certain nombre d'opérations. Il est déjà dans les circuits depuis le dernier contrat de plan concernant l'équipement des scieurs, la ressource en général est prise en compte. Donc en souhaitant maintenant que la production se met en route, que la collectivité soutient fortement la relance de la filière, je crois que l'Europe a besoin d'être là, encore plus qu'avant, et qu'elle doit nous aider à faire en sorte que cette production serve aux intérêts de la Corse, c'est-à-dire créer de l'emploi, valoriser la ressource, dynamiser les territoires, et aussi qu'elle puisse combler un déficit au niveau national et européen. Nous attendons beaucoup. La Corse est montagneuse, les accès aux forêts sont difficiles, donc en matière d'ouverture de pistes, en matière de production de bois, mais aussi en matière de multifonctionnalité. Nous avons très peur du réchauffement climatique. Nous sommes zone méditerranéenne, donc l'eau manque de plus en plus. Et donc nous avons tout intérêt à organiser la filière bois à tous les niveaux et à tous les échelons pour que cette île puisse rester boisée, qu'elle puisse avoir une ressource en eau très forte, mais aussi une production de bois, parce qu'une forêt, ça se gère, et il faut la gérer dans les meilleures conditions. Est-ce que vous vous sentez suffisamment bien informé sur les dispositifs d'aide que met en place l'Union européenne? Est-ce que vous connaissez la stratégie de l'Union européenne pour la gestion de la forêt à horizon 2030? Est-ce que vous connaissez par exemple aussi les mécanismes de compensation financière pour les exploitants, les gestionnaires et propriétaires de forêt? Alors ça, c'est pas directement nous qui gérons, c'est surtout l'ODARC. L'ODARC est plus affûté que nous, et c'est elle qui nous traduit un petit peu dans des lignes budgétaires et les soutiens qu'elle nous apporte. Donc je pense qu'elle nous fait l'information chaque fois qu'il y a un dossier qui rentre en ligne de compte sur les modalités d'aide de l'Union européenne, quoi. Et enfin, que pouvez-vous attendre de l'Union européenne? Pour vous, quel est l'avenir de l'Europe pour la filière bois en Corse? Alors, nous on attend beaucoup de l'Europe parce que dans le cadre de la multifonctionnalité, dans le cadre de ce que je vous ai dit avant, nous avons besoin de gérer nos forêts à tous les échelons. Parce que c'est une ressource exceptionnelle, c'est aussi un réservoir d'eau, la forêt, c'est aussi un puits de carbone, c'est aussi toutes les modalités qui font qu'aujourd'hui on va lutter contre toutes ces agressions, et il faut donc que notre forêt soit développée, aménagée, parce que c'est un endroit qui est pauvre, l'intérieur de la Corse, et qu'il faut que nos territoires vivent. Alors quel type de projet, par exemple, l'Union européenne pourrait soutenir en matière de formation, de soutien à tous les des niveaux, exploitants? À tous les niveaux, c'est-à-dire la gestion de la ressource, l'accès à la ressource, l'innovation, l'expérimentation, ne serait-ce que le câblement, parce que c'est un souci. C'est très montagneux, la Corse, et pour aller chercher le bois de bonne qualité, plutôt que d'ouvrir des pistes qui dégradent, un câblement serait beaucoup plus intéressant. Donc voilà, il y a plein de choses. Relation avec l'université, relation avec la prévention incendie. La forêt méditerranéenne risque de brûler et brûle souvent tous les ans, donc on a besoin de maintenir cette forêt en l'état, mais pour la maintenir, il faut les moyens financiers qui vont avec. Monsieur le maire, monsieur le président, merci. Je vous en prie, merci. Pour vous, est-ce que l'Union européenne est suffisamment présente dans la protection de la forêt? Alors, si je vous répondais oui, ce ne serait pas vrai, hein. L'Union européenne, elle est relativement loin. Nous savons que en ce qui concerne les marchés en termes d'investissement, très souvent nous sommes obligés de passer sur des marchés européens, des programmes FEDER. Il y a tout un tas de possibilités qui nous permettent d'investir, mais c'est quand même la plupart du temps des choses qui sont très lourdes à mettre en place. Et pour les accompagnateurs en montagne, les guides, on n'en est pas à ce niveau-là. Nous, on pratique la forêt
en tant que professionnel, de façon journalière, mais sur des thèmes exclusivement liés au tourisme, pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire au tourisme et à l'éducation et à l'environnement. Voilà. Donc l'Europe, elle est vraiment loin. Ouais. Et est-ce que vous pensez donc où l'Europe n'accompagne pas assez justement les accompagnateurs et les guides? Je veux dire qu'elle n'accompagne pas assez, c'est que l'accessibilité à ce genre de dossier, elle est très compliquée. Elle est compliquée déjà quand on transite par la région, parce qu'en général ici, quand on va soumettre un dossier, l'Europe c'est au minimum trois parties, hein, la collectivité, l'État et l'Europe. Donc il faut passer par ce filtre-là, et ce filtre-là, très sincèrement, c'est compliqué. J'ai bénéficié de programmes européens, hein, mais c'est lourd, c'est lourd. Que pouvez-vous attendre de l'Union européenne et quel avenir pour la forêt en Corse? Alors déjà qu'elle prenne en compte au niveau de la Corse, mais au niveau méditerranéen, la problématique de la forêt par rapport au risque d'incendie, ça c'est fondamental, hein, parce qu'on a beau parler de la forêt, s'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Il y a un autre souci, comment on utilise la forêt, il y a la filière bois bien sûr. En Corse, on voit très bien que ça balbutie et qu'on a du mal à la mettre en place. J'ai beaucoup de collègues qui luttent pour ça et qui bataillent pour ça depuis de nombreuses années, c'est compliqué. Après, dans le domaine du tourisme, c'est un peu plus simple d'accès, mais tout ce qui se fait, on le fait un peu à l'emporte-pièce nous-mêmes. Ce n'est pas organisé, ce n'est pas ni chapeauté par l'Europe, ni avec des directives européennes. Il y en a. Hein. On les a surtout en termes de protection d'environnement en général, ça descend du haut et c'est assez drastique. Hein, on nous impose des choses plus que ce que on nous en propose en réalité. Hein. Et enfin, vous avez évoqué lors de l'atelier la jeunesse, et notamment sur la fonction éducative de la forêt. Comment l'Union européenne pourrait intervenir pour que la jeunesse puisse comprendre et profiter de la forêt? Alors déjà, là c'est tout simplement un manque de moyens financiers. Hein. Moi j'interviens à titre personnel en tant que guide dans les contrats éducatifs locaux avec les écoles. J'interviens une fois par semaine dans l'école où je travaille, hein, et puis dans d'autres collèges et lycées, hein, toujours à propos de l'éducation à l'environnement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, nous avions par exemple les classes vertes. Elles n'existent plus parce qu'il n'y a plus de moyens financiers à mettre dessus, qu'il faut payer des accompagnateurs et des guides, que ça coûte cher, que des gens se spécialisent pour ça mais qu'il n'y a pas de débouché. Donc il faut qu'impérativement, via l'Europe, il faut qu'il y ait une enveloppe ciblée, fléchée là-dessus, qui serait ensuite distribuée par la collectivité ou par l'État, hein, peu importe, hein, pour essayer de relancer toute cette problématique-là. Quand on entend parler, il y a une dame qui a dit « oui, mais il y a des choses qui se font », mais c'est vraiment à la marge, c'est très 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 peu. Vous avez des gamins, en Corse, à Bastia et à Ajaccio, qui ne sont jamais allés dans une des forêts de notre île, qui sont des forêts superbes, avec des pins endémiques, des arbres millénaires. Moi, j'emmène des enfants voir des arbres qui ont 1300 ans. Combien il y en a qui voient ces arbres-là? Une cinquantaine sur toute l'île. Donc vous voyez très bien qu'on est à des années-lumière de ce qu'il faudrait faire. Après, en termes de... J'ai un parc aventure qui est en plein massif forestier. J'ai demandé des aides pour faire des panneaux d'information, pour les faire de façon moderne, technique. C'est pareil, c'est très compliqué pour monter un dossier juste pour faire ça. Parce que l'Europe, vous ne faites pas des dossiers à 10 000 € à l'Europe. Hein, c'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Donc, pour nous, franchement, c'est difficile. Le constat, malheureusement, je suis obligé de le dire, c'est compliqué. Monsieur Aquavive, je vous remercie. Merci à vous. Pour vous, est-ce que l'Europe est suffisamment présente pour vous accompagner dans la gestion de votre forêt, dans la gestion de la forêt corse? Pour le moment, au niveau européen, je ne sais pas ce qui se passe. On n'a pas d'informations qui arrivent au niveau des propriétaires forestiers. La question est de savoir si en Corse, on a envie de développer la forêt corse, quelle qu'elle soit, publique ou privée, avec les moyens
qui sont mis à la disposition, je dirais, de ces propriétaires, aussi bien publics que privés. Est-ce que pour vous, la Commission européenne devrait prendre en compte, mieux prendre en compte la spécificité ou les spécificités de la forêt corse méditerranéenne? Est-ce que vous pensez que la réglementation devrait être plus adaptée au type de forêt qu'elle l'est actuellement? Alors, nous avons effectivement une forêt méditerranéenne qui a ses particularités, parce que la production bois est inférieure à ce que nous pouvons trouver dans les pays du Nord. La question aussi serait qu'on puisse rentrer en contact avec les Européens. Il y a sûrement des commissaires européens qui pourraient se déplacer dans les pays États membres au niveau des structures forestières, que ce soit les syndicats, que ce soit des structures de gestion forestière, propres, je dirais, aux propriétaires. Parce que je me doute qu'ils sont en contact avec les administrations, mais ils ne sont pas en contact avec les propriétaires. Et trop souvent, ça détonne entre les propriétaires et les administrations, entre les moyens financiers qui existent et que l'on ne voit pas sur le terrain. Voilà, c'est ça, le problème il est là, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un manque de communication. Et on voudrait bien que ça se passe autrement. Donc pour vous, vous attendrez de l'Europe, l'avenir de l'Europe pour la gestion des forêts, ça passerait notamment par une meilleure communication à destination des propriétaires et pas uniquement des administrations. Exactement. Maintenant, avec les administrations, on aurait bien voulu voir élaborer, je dirais, des processus de développement sur la spécificité de la forêt méditerranéenne. Par exemple, le chêne-liège n'est pas vraiment pris en compte au niveau du développement forestier. C'est une essence qui est extraordinaire. C'est un arbre qui est résilient par rapport aux incendies. C'est un arbre qui fait de la production donc de liège, qui est un matériau de haut de gamme, à forte valeur ajoutée, et on ne peut pas comprendre pourquoi la France, je dis bien la France et pas la Corse seulement, pourquoi la France ne veut pas développer la suberaie dans le sud du pays. Tout à l'heure, pendant l'atelier consacré à la multifonctionnalité de la forêt, vous avez évoqué une problématique liée à la temporalité entre la gestion d'une forêt, qui peut s'apprécier sur une trentaine d'années ou plus, et les politiques qui sont conduites sur des schémas ou des programmes qui ont une vision maximale d'une dizaine d'années. Pour vous, comment on pourrait améliorer ce processus d'intégration de cette temporalité entre les schémas politiques, la réglementation et finalement la réalité du terrain, puisqu'une forêt, le temps qu'elle pousse et qu'elle soit exploitable, met beaucoup plus de temps que les schémas et les programmes qui sont mis en place. Écoutez, je dirais, ça c'est connu depuis des siècles. Il y a la forêt, dans le rural, il y a l'agriculture. Donc on sait très bien ce que fait l'agriculture sur l'année, en quelque sorte, puis c'est tous les ans, c'est toutes les saisons. Et puis vous savez ce qu'est la forêt, où lorsque vous plantez un arbre, ou lorsque vous laissez régénérer naturellement un arbre, vous savez très bien que vous avez, ce que je disais tout à l'heure, un minimum de 30 ans pour pouvoir vendre un produit. Je parlais d'un bois de chauffage, je parlais d'un produit type piquet, ou à la rigueur même pour faire des lambris. Il faut au minimum une trentaine d'années sur les essences les plus rapides. Et puis après, vous entendez parler de la cathédrale de Paris. Bon, on va chercher des chênes qui ont un siècle, si ce n'est plus. Et le minimum pour le chêne, c'est 80 ans. Donc cette notion de gestion forestière, qui s'appelle la sylviculture, c'est connu de tout le monde. Donc si les politiques veulent s'aligner sur la gestion forestière, ils peuvent le faire. Ils sont entourés de professionnels, le tout c'est de les écouter. Maintenant, si les professionnels
accepte des ordres qui ne vont pas dans le sens de la sylviculture, eh ben, je crois bien qu'on en est là. Ça fait, moi, je suis rentré dans ce domaine de la forêt en tant que passionné, en tant que propriétaire, depuis les années 90. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, on est au même point, voire pire. Parce que lorsqu'à un moment donné, on prétend à toucher des aides forestières qui viennent de l'Europe ou d'ailleurs, ou de France, ou nationales, ou que ce soit territoriales, à un moment donné, ces aides, si on veut les avoir, c'est parce que notre foncier peut en être un ayant droit, quoi. Le propriétaire est ayant droit. Mais lorsque, comme je vous expliquais, il y a des déclarations PAC sur la forêt, effectivement, on ne peut pas superposer les aides. Les aides forestières ne peuvent pas se superposer sur les aides agricoles. Et pourquoi y a-t-il de l'agriculture en pleine forêt? Parce que la forêt, qui est d'intérêt général, hein, article 1 du Code forestier, peut accueillir du pastoralisme, mais d'une façon accessoire et non principale. Je dirais, le pastoralisme, il en faut. Les petits ruminants peuvent se retrouver en forêt, mais je dirais, ce n'est pas pour eux une activité principale. Elle n'est que accessoire, je me répète. C'est important parce que à un moment donné, vous voyez la plupart des forêts corses qui sont déclarées à la PAC et vous vous posez des questions. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de projet forestier? Pourquoi l'argent qui est prévu pour la forêt, eh ben, pour la forêt privée notamment, puisque ce sont des forêts qui se situent dans le Piémont, hein, plein Piémont, et après l'altitude c'était plutôt le domanial, ce qui est devenu maintenant le territorial, avec bien sûr les communes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un problème politique qu'il faudrait résoudre. Alors peut-être c'est pour ça que l'Europe ne se déplace pas beaucoup en Corse, rentrer en contact avec les propriétaires de terrain, hein, les propriétaires forestiers qui sont sur le terrain. Ça, c'est un problème. Vous avez évoqué le soutien financier. L'Union européenne a adopté récemment une stratégie européenne pour la gestion des forêts à horizon 2030 et qui prévoit notamment des mécanismes de compensation financière pour les propriétaires ou les gestionnaires de forêts qui font des efforts de préservation, puisque on le sait, la forêt est un poumon pour respirer, c'est un puits de carbone, et donc la préservation de cette forêt est très importante. Et donc ces mécanismes financiers, de compensation financière, pour ceux qui font des efforts de préservation, est-ce que vous les connaissez? Est-ce qu'il vous paraît suffisant si vous connaissez cette stratégie, si vous avez pris connaissance de cette stratégie de l'Union européenne pour vous? Alors, je ne connais pas la stratégie actuelle de l'Union européenne, mais je connais bien ce qu'on appelle les aménités de la forêt. C'est ça que vous me parlez. C'est-à-dire, c'est le côté sociétal de la forêt, c'est-à-dire accueillir, je dirais, des urbains qui viennent en quelque sorte, je dirais, respirer, hein, en quelque sorte, la forêt et je dirais le bon air de la montagne aussi en même temps. Mais je dirais, ces aménités, on en parle depuis très longtemps dans le domaine de la famille forestière française et forestière privée, mais on ne voit pas du tout des projets, ou voire même on ne voit pas comment les fonds seraient redistribués pour qu'il y ait une meilleure gestion forestière. Parce que dans l'aménité des forêts, ben, vous avez la promenade, vous avez l'excursion, vous avez le canyoning, vous avez un peu tout ce qui est, je dirais, divertissement dans l'habitat forestier qu'il faut aussi protéger vis-à-vis de la biodiversité. C'est pour ça que les ateliers qu'il y a eu aujourd'hui, c'était la fréquentation massive des espaces forestiers. Et là, il doit y avoir un équilibre. Autrement, eh bien, effectivement, on va détruire tout ce qui est biodiversité, on va détruire, je dirais, ce que nous avons de plus cher. Il faut regarder ce qui se passe ailleurs sur les autres continents et sur le continent aussi. Ben, vous avez à un moment donné des plantes endémiques qui disparaissent à cause d'une surfréquentation.